Avec vous sur Sud Radio pour le débat entre 11h moins le quart et midi. On est ensemble avec Christine Bouillot, bonjour, journaliste à Sud Radio, notre correspondante à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Marseille, Toulouse, Marseille. Oh là là, on voyage aujourd'hui. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, il va nous conduire à bon port, porte-parole de VIA, La Voix du Peuple, et Jean-Claude Beaujour. Bonjour, avocat, vice-président de France-Amérique. Bonjour. On est aujourd'hui extrêmement cosmopolite, nous voyageons. Alors, on va parler de ce qui s'est passé à l'Institut d'études politiques de Grenoble, des syndicats étudiants comme l'UNEF qui ont mis des cibles sur des enseignants. Violences urbaines, Éric Ciotti propose un encadrement militaire et puis la vaccination, l'accélération. Point d'interrogation, je dis bien point d'interrogation, parce qu'à écouter et entendre nos médecins, ça accélère, mais ça freine aussi par certains aspects. Alors on va commencer avec votre tour de table, avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Commençons peut-être avec Christine Bouillot. Oui, alors moi je voulais revenir sur une information que l'on a appris vendredi après-midi, mais qui est un séisme économique pour tout un département et même au-delà, c'est ce département de l'Aveyron, puisqu'on a appris que l'usine de Bosch à Rodez, qui est à Aunay-le-Château, ça touche évidemment Rodez, c'est le plus gros employeur privé du département, donc il faut bien mesurer l'importance de l'annonce. Donc la direction allemande a annoncé la suppression de 750 emplois sur les 1200 que compte aujourd'hui le site. Alors, pourquoi je reviens sur cette information ? Plus personne ne se faisait beaucoup d'espoir. Cette usine était dédiée à la fabrication des injecteurs pour les moteurs diesel, et depuis 2015, depuis le Dieselgate et après les annonces successives des différentes villes qui annoncent la fin du diesel dans leur centre urbain, qu'elles soient en France ou ailleurs, eh bien on voyait lentement mais doucement et sûrement la fabrication se réduire comme peau de chagrin, et la Covid a évidemment scellé le sort de la fabrication de ces injecteurs. Ce que je voulais dire, c'est que depuis 5 ans, un petit peu plus de 5 ans maintenant, tous les élus de tous bords, c'était assez étonnant comme situation, s'étaient démenés pour pousser le propriétaire allemand, la firme Bosch, à diversifier, à changer son fusil d'épaule, à aller vers d'autres productions pour sauver ce tissu industriel dans le département. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. Il va rester 500 emplois d'ici 4 ans dans cette usine. Et beaucoup se demandent si ça va suffire pour préserver le maintien total du site. Alors, on voit toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique. Les syndicats n'étaient pas contre du tout de basculer sur d'autres productions. Encore fallait-il que le propriétaire privé le décide, investissent et donnent un nouveau cap à ce site industriel qui est en souffrance, et c'est un vrai désastre économique pour ce département qui est essentiellement agricole avant tout. C'est un peu comme le cas Airbus aujourd'hui. Donc on voit que tous les changements industriels aujourd'hui sont malheureusement, alors sans doute mal préparés ou mal présentés, ou en tous les cas il y a des difficultés au niveau des politiques, mais je dirais qu'il faut aussi l'aval du secteur privé, c'est-à-dire des industriels eux-mêmes, pour décider d'investir dans tel ou tel site. Donc voilà une entreprise ça me fait penser un peu à GMS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va se retrouver avec un bassin industriel qui va être fortement endommagé, et avec des hommes et des femmes au bout, et donc beaucoup de rancœur qui risquent aussi d'en sortir, et donc ça c'est effectivement dévastateur. Oui, et puis des sujets dont on parle assez peu au niveau national, qui sont assez peu évoqués. 750 emplois, c'est colossal, vous vous rendez compte ? C'est énorme. C'est beaucoup sur un bassin de population comme celui de Rodez. Vous savez, je pense qu'au-delà de 750, le moindre emploi en région, c'est un individu, c'est une femme, c'est un homme, c'est une famille, et cela est dramatique. Je partage complètement la désolation. On ne peut être qu'en compassion avec ces salariés. Je pense que le vrai sujet, parce qu'on n'empêchera pas, quand je dis on n'empêchera pas, vous ne pouvez pas empêcher un propriétaire de fixer tel ou tel cap de développement industriel, même si vous ne partagez pas son point de vue. En revanche, là où il nous faut véritablement travailler, c'est sur l'attractivité de nos régions, comment aller chercher de nouvelles industries, comment développer ce qui existe, etc. C'est véritablement être dans l'anticipation, et c'est là où, me semble-t-il, le secteur privé et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. C'est vraiment sur l'anticipation, à plus ou moins 3 ans, en permanence, être en anticipation. Je suis d'accord sur l'attractivité, tout à fait. Simplement, je pense que beaucoup d'efforts sont faits dans les régions pour être très attractives, notamment dans la
Aveyron, si je me trompe pas, justement, il y a eu encore récemment un reportage là-dessus où le conseil général, enfin le département avait fait venir des gens et avait fait toute une journée, plusieurs journées. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est les subventions qui sont versées. C'est-à-dire que pour cause d'attractivité, on verse des subventions. C'est pas une bonne politique. On engrange l'argent et ensuite on délocalise, on ferme et on ne demande pas les sous en retour. Alors moi, je pense que là, il faudrait être beaucoup plus ferme parce que ce sont des voyous d'une certaine manière. Certes, le propriétaire peut faire ce qu'il veut, mais par contre, s'il a bénéficié de subventions, il doit lorsque je parlais d'attractivité, je parlais pas simplement je ne disais pas sur le plan fiscal, parce qu'effectivement sur le plan fiscal il y a des tours de passe-passe et c'est complètement inacceptable. En revanche, c'est vrai qu'en termes de développement industriel, c'est là où il faut arriver à trouver la possibilité de créer de vrais bassins industriels en fonction des spécificités de telle ou de telle région. Oui, Jean-Luc Benamias. Comme Christine l'a dit, cette histoire-là dure depuis plusieurs années. Et les propositions de reconversion, de transition pour fabriquer autre chose que des injecteurs pour le diesel, tout cela est normalement possible. Voilà, donc à chaque fois, et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Patrick aussi, sur les subventions régionales, les subventions départementales qui existent par rapport à l'intégration, par rapport à tout ce qui est logement et autres, qui sont souvent versés aux grandes entreprises. Voilà. Il doit être possible normalement, dans le cadre de l'Union européenne, normalement aussi, que ces processus de reconversion puissent exister. Mais on voit bien que ça n'est pas le cas, malheureusement, et c'est trop souvent. Vous voyez bien, je connais un peu Rodez, comme beaucoup de gens, mais on est bien dans un endroit relativement où le rural existe énormément, évidemment, l'agriculture, mais où l'emploi industriel existe fort peu. Donc, que vont faire ces gens? Je pense souvent à ces salariés qui ont acheté un logement, qui se sont installés. Comment ils font après pour retrouver une perspective? Ils ont beaucoup de mal à trouver une perspective. Je pense aux familles qui sont intégrées, ainsi de suite, voilà. Et puis chaque fois, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que ça laisse des gens, ça laisse des gens dans la désespérance. Absolument. Et derrière tout ça, il y a tous les commerces dans toutes ces villes. Vous avez entièrement raison. L'écosystème, Patrick Mignon, coup de gueule? Oui, j'étais parti pour faire un petit coup de cœur sur le beau temps magnifique. Peut-être qu'il y en a un peu moins dans le sud. Oui, dans le sud, un petit peu moins. Mais j'ai quand même eu quelque chose qui m'a surpris ce week-end. C'est toujours beau dans le sud. Et c'est là, pour le coup, ça touche tous les partis. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les médias, presse, radio, écrite et télé. On a vu tous les partis qui se réunissaient, qui commençaient à faire une petite tambouille, des petites soupes sur des petits feux, sur la base de sondages qui sont sortis sur les résultats du premier potentiel, deuxième potentiel, second tour. Et tout le monde est en train de regarder qui serait le meilleur, la meilleure candidate en additionnant des pourcentages à 1 an et demi. Et moi, mon coup de gueule, il est là-dessus, c'est que ils ont complètement perdu pied. C'est pas ça que les gens attendent. Non. Les gens attendent aujourd'hui, enfin, personne se préoccupe de ce que demandent les gens réellement, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs préoccupations majeures. On en voit entre l'insécurité, le chômage, la crise sanitaire, la crise économique qui va arriver. Est-ce qu'on manque de courage à ce niveau-là? Enfin, je sais pas, mais je trouve ça très très étonnant qu'on soit en ce moment en train de faire des petites soupes sur des petits feux pour dire quelqu'un de très connu. Frédéric Dabi nous disait la semaine dernière qu'Emmanuel Macron n'avait commencé à rentrer dans les sondages que moins de 6 mois avant la présidentielle. Donc effectivement, toutes ces espèces de petits sondages, ça amuse la presse. Alors, est-ce que c'était la deuxième partie? Est-ce que c'est un prisme? C'est-à-dire que la presse ne parle que de ça et ne parle pas effectivement de réunions ou de prise de conscience ou de tentatives d'essayer de savoir, de se rapprocher de ce que veulent vraiment les électeurs et les Français, de ce qu'ils souffrent? Mais je le pense peut-être, mais j'ai quand même un gros doute. Je pense qu'on est plus dans la petite tambouille là. Je voulais vous faire réagir sur ce qui s'est passé. Vous ne l'aviez pas vu, Greenpeace qui a envahi les pistes de Roissy. Enfin envahi, c'est trois clampins, qui sont arrivés au pied d'un avion d'Air France et qui ont commencé à le repeindre. Donc la question est comment 3 personnes. Aujourd'hui, ce n'est que de la peinture. Si ça n'avait pas été de la peinture, c'était beaucoup plus inquiétant. Donc vous qui êtes commandant de bord, comment on peut accéder à un
avion comme ça? Moi, je peux vous dire que pour accéder à la piste, il y avait des contrôles de sûreté énormes avec passage au filtre et on était extrêmement surveillés alors qu'on était dans le milieu professionnel et on n'avait pas à avoir de passe-droit d'ailleurs pour faire ça. Donc là, ça veut dire qu'il y a une faille majeure. Il y a une faille majeure parce qu'effectivement, c'est de la peinture, mais je peux vous dire que ça va certainement déclencher d'ailleurs une visite de sûreté de pas mal d'installations parce que sous couvert de peinture, ça peut être une diversion. Je ne pense pas venant de Greenpeace, mais on ne sait jamais. Et de toute façon, ça montre qu'on est encore là aussi une fois des bisounours complètement déconnectés. Les aéroports américains, vous pouvez pas faire ça. Puis alors les suites judiciaires de tout ça, rien. Je ne sais pas ce qu'il y aura, mais on va peut-être leur demander de payer la peinture d'un avion, quoique c'est quand même pas donné. Mais aux États-Unis, ça se solderait à mon avis par une bonne trentaine d'années de prison, un acte comme celui-là. L'aéroport de Paris a répondu qu'une enquête était en cours et que les policiers étaient intervenus rapidement. Jean-Claude Beaujour. On peut légitimement, à la fois comme passager, usager du service public, on peut légitimement attendre de nos autorités qu'on nous assure de ce point de vue une sécurité totale. Je rappelle qu'il y a eu le 9 septembre 2001, il y a eu un certain nombre, le 11 septembre, le 11 septembre, il y a eu un certain nombre d'événements qu'on est encore en alerte terroriste, on est encore dans une période très compliquée et je trouve surprenant que des gens aient pu avoir eu accès non seulement aux pistes, mais aient pu arriver à l'avion, aient pu commencer à le badigeonner sans qu'il n'y ait de réaction. Alors il y a eu une intervention, mais ils ont quand même eu le temps de le badigeonner. Moi je pense qu'ils sont pas venus. En plus, ils sont pas venus à pied. On vient pas à pied avec des seaux de peinture on vient avec une voiture. Les personnes sont contrôlées, nécessitent des accréditations. Les voitures. Donc il y a eu des complicités. Peut-être qu'il y a eu des complicités. C'est pour ça qu'il faut peut-être attendre un peu. C'est grave. Oui, Jean-Luc. Greenpeace montre très souvent les failles dans la sécurité, aussi bien sur les aéroports que sur les centrales nucléaires. Rappelez-vous, ils sont souvent rentrés. Or, aéroports et centrales nucléaires sont des endroits normalement extrêmement surveillés. Voilà. Je jugerai pas sur le fond. Je dirais, heureusement, c'est Greenpeace. Oui, heureusement, c'est ce qu'on peut se dire. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, nous continuons de débattre, de discuter et nous vous invitons évidemment sur Sud Radio entre 11h et midi pour commenter l'actualité. 0826 300 300. Aujourd'hui, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, La Voix du Peuple. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. On va reparler de la vaccination, on va reparler de ce qui s'est passé à l'Institut d'études politiques de Grenoble. 2 enseignants qui ont été accusés d'islamophobie, leur nom affichés par des membres de l'UNEF, et puis violence urbaine, les bandes, faut-il un encadrement militaire? On va essayer d'aborder tous ces sujets. Jean-Luc Benamias, c'est un coup de gueule. D'abord, on finit notre tour de table. Un peu récurrent, je m'en excuse auprès des auditeurs et auditrices, sur la Catalogne. Aujourd'hui, au Parlement européen, à 18h, aura lieu un vote sur la levée de l'immunité parlementaire de 3 députés catalans qui vivent en exil parce que en Espagne, une dizaine de députés, de sénateurs sont en prison maintenant depuis au moins 3 ans pour avoir organisé un référendum en Catalogne sur oui ou non à l'indépendance de la Catalogne. Cette immunité, normalement, peut-être la levée de l'immunité sera peut-être votée, peut-être, mais ça n'empêchera pas que c'est totalement illégal puisque on ne peut pas lever l'immunité au Parlement européen sur des bases qui sont de la persécution politique, puisqu'il s'agit bien de cela par rapport à ces députés. Ces députés catalans, d'ailleurs, sont aussi bien de droite, de gauche, écolo, enfin, c'est très diversifié. Voilà, c'est assez étonnant que dans le cadre de l'Union européenne, il existe encore ce cas de figure. Je le rappelle, globalement, ces personnes n'ont fait qu'organiser un référendum. Alors évidemment, le référendum, d'après l'État espagnol et le Royaume d'Espagne, était illégal. Mais enfin là, on dépasse l'entendement par rapport à des gens qui n'ont fait ni violence, ni autre chose de totalement illégal au niveau de ce qu'on connaît au niveau mondial aujourd'hui. Voilà. Il y a un côté absolument irréel. Je rappelle juste pour finir que l'Espagne a demandé à différents pays, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, d'extrader la Suisse, d'extrader ces personnes qui sont en exil
les tribunaux de ces différents pays ont refusé l'extradition. Oui, alors Manuel Valls, j'ai vu un tweet, a répondu ce week-end à l'interview donc de Carlos Puigdemont en disant toujours ce discours victimaire, vous avez violé la constitution espagnole, les statuts de la Catalogne et le règlement de son parlement en bafouant les droits de l'opposition et vous avez fui la justice d'une grande démocratie et pour info, la Catalogne Nord n'existe pas. C'est une vision, Valérie. On va dire ça, je veux bien que on dise que la Catalogne Nord n'existe pas. Les Catalans du Nord existent réellement. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas un statut particulier, mais dire ça aux gens de Catalogne... Écoutez, je comprends plus du tout Manuel Valls depuis plusieurs années, moi, c'est moins qu'on puisse dire. Non, mais bon, tout le monde il suit la ligne du parti qui l'a accueilli pour la mairie de Barcelone. Là, il suit la ligne du parti qui était clairement, effectivement, dans l'opposition et qui a affiché sa volonté d'être contre ce référendum de la Catalogne. Mais c'est vrai, ce que dit Jean-Luc, c'est que c'est quand même... moi aussi, j'étais effectivement très surprise d'apprendre que le Parlement européen pouvait lever l'immunité parlementaire de ces parlementaires pour ces raisons-là. Ils n'ont pas détourné d'argent, ils n'ont pas commis de crime, ils ont simplement organisé un référendum d'autodétermination et j'étais très surprise d'apprendre qu'effectivement ça faisait partie des possibilités et n'oublions pas, comme le dit Jean-Luc, c'est que des parlementaires élus sont emprisonnés depuis plus de 3 ans maintenant avec des peines assez lourdes, plus de 10 ans d'emprisonnement pour ces raisons-là. Donc c'est un ovni politique cette situation régionale de la Catalogne au sein de l'Union européenne. Et j'avoue que la façon dont c'est géré à la fois par les parlementaires européens, mais y compris dans les relations franco-espagnoles, ça a toujours été quelque chose qui m'a profondément étonnée parce qu'on a des fortes relations avec l'Espagne et que cette situation-là est vraiment à l'opposé de ce que l'on peut considérer de la voix des peuples au sein de l'Union européenne. Donc c'est vrai que c'est assez troublant, je le dirais. Alors, on va passer au coup de cœur de Jean-Claude. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée de la Journée internationale des droits des femmes et un petit coup de cœur pour surtout en hommage à ces femmes qui, en Europe, le 19 mars 1911, ont défilé au sein des grandes capitales européennes. Elles étaient plus d'1 million, vous imaginez, à l'époque, pour faire tout cela en même temps, pour pouvoir réclamer le droit de vote, pour réclamer le droit au travail, pour réclamer l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail. C'est l'occasion de dire que, effectivement, il ne faut pas tomber dans la victimisation à tout prix. Mais, et ça, je suis le premier à être d'accord. Cela étant, il faut accepter qu'il y a des poches encore de discrimination contre lesquelles il faut lutter. C'est toujours ce que je réclame. L'état de droit et l'égalité de traitement entre les individus. Donc c'est l'occasion de dire à ces femmes et à toutes les femmes, à nos sœurs, nos mères, etc., que la question des droits des femmes est une question des droits humains qui nous concerne, nous autres hommes. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu, moi, dire tout mon soutien et que c'est un travail qui se fait au quotidien. C'est au quotidien. Vous voyez, il suffit pas de rejeter ou d'accepter d'être dans l'incantation, mais c'est au quotidien, dans ce que l'on fait, d'être certain de respecter ce principe d'égalité. Oui, et les 364 autres jours aussi de l'année. Moi, je n'aime pas cette journée, je la déteste même, parce que je trouve que c'est une espèce Alors oui, on va me dire ça permet de parler d'un certain nombre de sujets qui touchent les femmes, mais parlons-en tous les jours, parlons-en au quotidien. Il y a un côté, moi je le dis avec beaucoup de... Non, c'est l'occasion de faire débat. Oui, c'est l'occasion de faire débat, mais il y a la journée des chiens, il y a la journée des femmes, quoi. C'est un peu ça quand même. Je pense que c'est une question de symbole. Après, vous savez très bien, et dans votre émission, on revient très souvent sur les questions d'égalité de traitement, de l'état de droit. Donc, ça n'est pas évidemment, c'est une journée symbolique, et vous êtes la première à nous inviter pour reparler, pour dénoncer tout ce qui est comportement illicite. Donc, nous reviendrons tout au long de l'année. L'écart de salaire, il y a un certain nombre de sujets qui ne progressent pas. On a des incantations le 8 mars pour célébrer les droits des femmes et qui ne progressent pas vraiment. Absolument, mais précisément, vous savez très bien que nous sommes toujours au rendez-vous pour vous aider à décrypter les poches de discrimination, les poches d'irrégularité que l'on peut rencontrer dans la société au quotidien. Ce qui me sort par les trous de nez, pour parler vulgairement, c'est quand on me dit pour la journée de la femme, il faudrait faire un plateau avec 4 femmes. On fait ce qu'on peut avec des femmes quand il y en a. Parfois il y en a 2.
mais cette espèce de gadget de thématiser l'antenne ou de thématiser parce que c'est la journée du droit des femmes, je trouve ça grotesque et ça me met en colère. Merci de nous avoir invités, nous sommes des hommes. Mais comme m'a dit quelqu'un il y a 2 ans, je crois, qui vous dit que je ne suis pas une femme. Absolument. Bon, c'est une plaisanterie. Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Il faudrait en fait proposer le ralentissement de la rotation terrestre. Parce qu'avec 365 jours, on va avoir du mal à mettre une journée pour chaque événement majeur ou important sur lequel on veut mettre le truc. Il faut arrêter. Comme vous l'avez fort justement dit, l'égalité et les traitements d'égalité et le droit des femmes, c'est pas uniquement ce jour-ci et pas les autres. Voilà. Donc c'est valable pour tout le reste. Absolument. Donc franchement, ces journées de commémoration, je suis d'accord, m'insupportent également. Oui, vous vouliez intervenir, Jean-Luc Benamias. C'est pas vraiment une journée de commémoration, hein. C'est une journée de commémoration, si on veut, sur des manifestations ouvrières. Hein. Donc on n'est pas dans la même journée que... Parce que, Patrick, il y a des journées... J'apprenais ça même quand j'étais parlementaire européen. Il y a tous les jours une journée pour un truc ou un autre. Bien sûr. Tous les jours. La journée du compliment, c'était lundi dernier. C'est ce que je dis, pour ralentir la terre. Ce week-end, je crois que c'était la journée des grands-mères, non, si je me rappelle bien. Oui, c'était hier, donc on est dans la continuité. Là, on est dans la continuité, absolument. Non, mais c'est vrai. Moi, je rejoins aussi. Je rejoins Valérie. Alors, avec ce sentiment toujours d'être mal à l'aise, parce que je pense que l'inégalité la plus criante et qui était initiée par cette journée au départ, c'est l'inégalité dans le monde professionnel, parce que c'est là que démarre finalement l'émancipation de la femme. Voilà. J'ai souvenir de ma grand-mère, et aussi j'en discutais avec ma propre mère, qui a dû commencer à travailler avec l'autorisation de son papa. Donc c'était pas il y a 2000 ans. Voilà, ça nous ramène à des choses qui sont quand même essentielles. Voilà, le droit de vote, avoir un chéquier, ce genre de choses. Donc voilà, mais ce 8 mars, voilà, par pitié, pas de fleurs. Voilà. Merci. Mais je veux bien un robot, moi. Ça me plaît bien. Allez, on se retrouve dans un petit instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec vous jusqu'à midi. Alors un petit coup de gueule pour la une de Libé quand même, qui rejoint un petit peu ce qu'on disait avant. Pour évoquer la journée du 8 mars, c'est bien donc consacré à la défense des droits des femmes. Libération n'a rien trouvé de mieux que de publier la lettre d'un violeur, d'un jeune homme qui se dit lui-même violeur. Alors il y a eu beaucoup de réactions et Libé a répondu en disant mais on va vous expliquer le making of, donc le making of comme pour un film, de cette interview qui est particulièrement déplacé, je trouve, en ce jour du 8 mars, comme pour expliquer. Alors ils disent, c'est pas pour comprendre, mais c'est pour expliquer ce qui peut se passer dans la tête d'un violeur. Je trouve que c'est assez mal choisi. Et puis un petit tacle à Elisabeth Moreno, notre ministre de l'égalité femmes-hommes, parlant de Napoléon. C'est l'un des plus grands misogynes que j'ai jamais lu, et en même temps c'est un grand homme de l'histoire française. Donc je ne sais pas. Donc voilà, on a une ministre qui juge la misogynie de Napoléon, c'est dû en même temps, absolument. Un petit mot sur Xavier, notre fidèle auditeur qui depuis un mois essaye de se faire vacciner, comorbidité. Il est à Perpignan, il a réussi à obtenir un rendez-vous sur Doctolib à minuit vendredi dernier, avec, me dit-il, cerise sur la seringue, le choix du vaccin entre Pfizer et AstraZeneca. Toutefois, jusqu'à vendredi, jour de l'injection, je ne suis certain de rien, si j'en crois l'exemple de Jean-Luc Benamias. Alors, Jean-Luc, vous avez été vacciné, mais c'est vrai que ça reste très compliqué. On a parlé ce matin de cette décision hier, de ce communiqué qui est arrivé auprès des médecins pour leur dire qu'ils ne vaccineraient pas cette semaine. Un point vaccination qui semble encore... Alors, il y a eu de l'accélération, hein, Jean Castex est très content, une fois de plus. 500 000 personnes de plus ont été vaccinées en 3 jours. Mais visiblement, les livraisons de vaccins qui doivent augmenter d'ici avril restent quand même très aléatoires, si l'on en croit ce que disent les médecins, les pharmaciens. Les commandes de vaccins sont aujourd'hui, cette semaine, réservées aux pharmaciens, et les médecins généralistes donc ne pourront pas vacciner. Patrick Mignon. Bon, écoutez, je suis dépité. Moi,
Est-ce qu'on est vraiment un pays moderne au niveau de tous les autres? Alors c'est très bien les vaccinodromes. Moi je pense que c'est en partie pour ça que les médecins n'ont pas leur lot aujourd'hui, parce qu'on a décidé de réorienter et qu'on s'est aperçu que ça marchait très bien et que ça avait été relativement bien organisé. Enfin en amont, si on n'a pas les doses, c'est un problème. En aval, j'entendais les critiques des docteurs Marty et Hamon. Ils se désorganisent. Ils ont quand même un agenda professionnel. Ils ont des patients à soigner et des revenus à assurer quand même. Donc ça fait quand même très curieux tout ça. Franchement, ce pays est à la limite de la désorganisation, tout en nous vantant les mérites, encore une fois, du en même temps macronien que le Premier ministre sait très bien faire. Alors, il y a eu un progrès ce week-end, c'est indéniable. Ça a été organisé d'ailleurs, et là aussi, on a vu les médecins dire que ça avait été de la dernière minute, qu'on a ouvert des centres un petit peu partout. Jean-Claude Beaujour. Moi, ce qui me il faut voir le côté positif. Oui, non, mais ça c'est certain qu'il y ait un progrès par rapport à ce qui se passait 48 heures avant, heureusement. Ce qui me surprend, c'est que qu'il y ait des incertitudes liées au virus et à sa nature en tant que telle. Mais visiblement, depuis un an, mais encore plus depuis les derniers mois, on a le sentiment que là où ça rate, c'est sur le caractère opérationnel des mesures qui sont prises, et c'est chaque fois la même chose. Là, j'ai entendu les professeurs Hamon et Marty dire que parfois il y avait des carnets de rendez-vous mal remplis, qu'on a dû jeter des doses, qu'on a dû prendre. Là encore, on a le sentiment qu'en dépit de tous nos moyens techniques, industriels, scientifiques, avec de très grands experts, des gens bien formés, que nous ne parvenons pas sur la phase opérationnelle à être au rendez-vous. Et ça me pose problème, parce que cela veut dire que si à l'avenir nous avions ce type d'incident, qu'il soit sanitaire ou autre, que nous serions dans l'impossibilité de faire face, non pas par la nature de l'événement, mais par la réponse opérationnelle à apporter. Et c'est cela qui me pose problème et qui doit nous interroger, qui doit faire... Vous avez vu ce qui se passe en Israël, la dernière annonce de Netanyahou, qui prévoit qu'il va falloir faire des vaccinations biannuelles dans les années futures. Donc il y a peut-être intérêt à ce qu'ils mettent ça au clair chez nous en France, parce que si on vit ce BINS-là tous les ans, pendant 5 ans, je pense que là... Non, mais on va devenir un petit pays, puisque je rappelle que nous sommes en confinement, nous sommes pour certains encore... S'il n'y avait pas autant de morts derrière tout ça, ce serait du théâtre comique. Hein. Mort et une activité au ralenti. Moribond. Christine Bouillon. Oui, alors ce que je trouve assez savoureux, c'est qu'aujourd'hui, on salue l'arrivée de ces vaccinodromes, dont personne ne voulait entendre parler il y a avant Noël, quand on parlait du plan de vaccination. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on essaye par tous les moyens d'accélérer la vaccination, quoi qu'il en coûte, parce que ça demande du temps, ça demande des moyens humains, ça demande de l'argent. Le côté positif, c'est que les gens faisaient la queue ce week-end. Personnellement, moi j'ai essayé dans ma région de me connecter au numéro de téléphone qui vous indique qu'il y a 100 000 appels par jour pour pouvoir avoir un rendez-vous, donc c'est quasi impossible, mais quand même 5 000 doses ont été écoulées sur le seul département de la Haute-Garonne. Voilà, donc 500 000 vaccinations ont été faites depuis vendredi. On peut s'en féliciter, je pense que Jean Castex a raison, mais est-ce qu'on est capable de rééditer l'exploit? Ça, c'est une autre... Pour moi, je pense que c'est une autre question en fonction de l'arrivée des vaccins. Mais si j'en crois donc le calcul qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on aura à l'horizon du mois d'avril, vu l'arrivée des vaccins en nombre et les commandes qui ont été faites, de toutes les marques qui sont sur le marché disponible, on devrait être en capacité de vacciner 500 000 personnes par jour. C'est ce qui est annoncé, c'est ce qui est prévu normalement. Donc on arriverait à 3,5 millions de personnes par semaine. Donc effectivement, il y a tout un défi logistique et d'organisation à faire. Les pharmaciens entrant dans la danse la semaine prochaine, peut-être que ça va un peu améliorer les choses, mais on est, quoi qu'il arrive, de toute façon soumis à l'arrivée des vaccins. Après, la comparaison avec Israël, je pense que c'est facile de dire effectivement ça se passe comme ça là-bas, et c'est un exemple. Bon, on n'est pas sur la même densité de population. Ce qui est intéressant, c'est de se comparer à la Grande-Bretagne, effectivement. Oui, mais je ne parlais pas du nombre de vaccinations atteintes en Israël, qui est très important, bien sûr, vous avez raison. Je parlais de l'anticipation que faisait le Premier ministre israélien, du fait qu'il allait falloir continuer ces vaccinations. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais regardez déjà le scepticisme des soignants pour avoir le AstraZeneca. Si on a eu cette opération ce week-end, c'est parce qu'il fallait écouler les stocks d'AstraZeneca que ne veulent pas les soignants. Donc on voit bien qu'il y a encore des leviers. Si, Jean-Luc, vous n'avez pas l'air d'accord, mais c'est un peu ça quand même qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé, Jean. Là, je ne crois pas. Bah, si, parce qu'il y a une date de péremption sur ces vaccins et qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à écouler ces vaccins d'ici le mois de juin s'il n'y avait pas un gros coup d'accélérateur qui était mis en particulier sur les AstraZeneca. Je trouve absolument intolérable de mettre ça sur le dos des soignants. Je ne parle pas pour toi, Christine, hein, c'est pas, mais non, vraiment. Non, elle l'a pas mis sur le dos des soignants. Non, je ne parle pas de Christine. Je parle de ce qu'on entend de la part de différents ministres ces derniers jours sur le fait de dire. D'accord. Enfin, les soignants sont des gens sérieux et on les a à juste titre applaudis pendant plusieurs mois et maintenant ce seraient eux les responsables. Non, moi je pense que la centralisation française est responsable de tout cela. Globalement, l'ensemble des collectivités locales et territoriales, quelles que soient leurs obédiences politiques, maires, présidents de région, présidents de département, et je peux mettre ça au féminin si on veut, ont tous dit depuis des mois qu'ils étaient prêts à organiser un certain nombre de choses. L'État français, pour des raisons d'absence de vaccins et de nombre de vaccins, a tout centralisé et a empêché que ce qu'on a vu ce week-end, qui est pour moi une bonne chose, puisse se mettre en place. Et moi, je fais confiance à ces collectivités territoriales, si le nombre de vaccins sont là, pour accélérer le processus. Ces vaccins seront-ils là ? Je vous rappelle qu'encore une fois, c'est l'Union européenne, entre guillemets, qui gère la distribution des vaccins, et ça m'a l'air d'une complexité absolue. Ouais. Oui, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'en étendant votre raisonnement, Jean-Luc, c'est parce que c'est l'Union européenne qui l'a centralisé que ça s'est pas si bien passé que ça. Donc subsidiarité, ça aurait dû être fait au niveau des États, sauf qu'on n'a pas confiance dans la probité de ces États et dans leur capacité à ne pas marcher sur les plus petits pour que les plus gros soient servis en premier. Et du coup, à l'intérieur du pays, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si on avait fait de la subsidiarité au niveau des régions ou au niveau des communes, eh bien, vous pouvez être certain que les petites communes auraient été moins bien servies ou moins rapidement que les grosses communes pour telle ou telle raison. Et donc c'est exactement ça qui va pas. C'est cette organisation centralisée, mais dont certains disent qu'elle est absolument nécessaire pour protéger les plus faibles. Moi, je vous avoue que là, j'y perds mon latin. Moi, je suis favorable à de la subsidiarité, c'est-à-dire ne pas faire à un niveau plus élevé que ce que l'on peut faire à un niveau plus facile et plus bas, où ça peut être traité directement avec les gens. Ça, je pense qu'on est relativement tous d'accord là-dessus, mais voilà, il faut de la confiance. Mais juste pour compléter, moi je rappelle que s'il y a eu autant de méfiance à l'égard du vaccin, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre, alors le gouvernement n'est pas responsable de tout, un certain nombre de loupés préalablement qui font que ça a créé une forme d'incrédulité, de réticence de la part de nos concitoyens. Il a fallu reprendre les choses à zéro. Ça, c'est le débat depuis le début, et donc voilà, et voyez le fait de ne pas anticiper, le fait de ne pas parvenir à organiser, et on peut comprendre qu'il y ait des loupés parce que quand on est sur une population de 65 millions de personnes, ça n'est pas aussi facile que cela. Non. Cela étant, c'est vrai qu'on aurait dû, enfin je veux dire, c'est assez évident de se poser la question comment est-ce qu'on vaccine sur un périmètre de 3 mois, comment est-ce qu'on vaccine toute une population, et on se pose forcément la question de la chaîne logistique. Allez, on va marquer une pause. Un auditeur fidèle me dit, vendredi en 8, j'ai été voir mon médecin traitant, elle m'a proposé un rendez-vous pour l'AstraZeneca pour vendredi dernier, je me suis fait vacciner, j'ai reçu ma première dose et tout va bien. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens effectivement qui ont reçu l'AstraZeneca et qui n'ont pas eu d'effets secondaires et pour qui tout va bien. On se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité. Une réponse à un auditeur qui dit pour avoir une chance de se faire vacciner, il faut s'appeler De Chavannes. Je précise effectivement que Christophe De Chavannes a raconté qu'il avait été vacciné. Certains lui ont fait remarquer qu'il n'avait pas l'âge, sauf qu'il est conjoint de soignant. Il nous l'avait dit ici sa femme était médecin et que Martin Hirsch a autorisé les familles de soignants à être vaccinées. Donc recommandé. Voilà. Recommandé, absolument recommandé. Pour tout le monde, pour le bénéfice de la population, de ceux et celles qui sont eux-mêmes soignés. Voilà, mais j'aime pas trop cette espèce de truc, gna lui il a été vacciné, moi j'ai pas été vacciné. Je pense que les médecins font leur boulot, que les gens qui sont vaccinés doivent l'être et que
oui, il doit y avoir des passe-droits, mais je pense que si, pour le citer, Christophe de Chavannes avait eu un passe-droit, il s'en serait pas vanté de cette manière. Honnêtement, en plus de ça, je pense qu'il envoie un message aussi qui est intéressant, je trouve, bien sûr. Parce qu'il a raconté tout le week-end, absolument tout le week-end, il a dit, voilà, moi qui suis hypocondriaque, je n'ai pas d'effets secondaires, j'ai eu le AstraZeneca, tout va bien, donc au contraire qu'il témoigne et qu'il donne l'exemple. C'est ça. Absolument. En revanche, il y a un petit trou sur la raquette toujours, c'est les 65-74 ans qui, sans problème particulier, qui attendent toujours d'être intégrés dans le processus. Je pense que tout ça va monter en puissance. Merci Christine, ce terme comorbidité. Oui, c'est horrible, horrible. C'est absolument atroce. Mais c'est malheureusement ce qu'on vous demande quand vous téléphonez, on vous dit ce que vous avez non essentielle. C'est atroce. Absolument. Mais on a pris des tas de termes atroces. Mais je vois les gens, ce qui me soucie sont les effets qui se manifesteront dans 6 mois, 1 an ou plus. Mais vous vous faites vacciner d'une manière générale. C'est ce que m'expliquait quelqu'un sur la fièvre jaune. Si vous regardez tous les effets secondaires potentiels, enfin jamais vous vous faites vacciner. Et puis globalement, on va pas. C'est un autre débat. Vous savez, je pense que là aussi, en matière d'information, parfois les gens laissent place à la perception plutôt qu'à la raison. Nous avons des autorités sanitaires, les laboratoires ne laissent pas mettre des médicaments qui ne sont pas un minimum surveillés, réglementés, etc. Alors il peut toujours y avoir des effets. Oui, mais il y avait le fameux vaccin 11 variants avec les problèmes des adjuvants et des trucs catastrophiques sur les enfants. Oui, mais nous sommes d'accord qu'il y a toujours, et dans l'histoire médicale, il y a toujours eu des histoires dramatiques et qu'on regrette. Maintenant, si on prend une ou quelques histoires dramatiques pour pouvoir dire on ne fait plus rien, je suis... On revient sur le même débat, c'est-à-dire que c'est de la conviction personnelle et c'est de l'émotion, c'est du ressenti. On peut pas forcément être très rationnel sur ce sujet. Mais c'est pas simplement que de l'émotion, c'est de dire rationnellement, globalement, les produits médicaux aident plutôt et ont permis un allongement de la durée de vie, de soigner. C'est pas des empoisonneurs volontaires. Voilà, on est d'accord. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Allez, parlons de ce qui s'est passé à Grenoble. L'Institut d'études politiques de Grenoble a vu 2 de ses professeurs accusés d'islamophobie à travers des affiches qui ont été collées sur l'entrée de l'université. C'était jeudi. On pouvait y lire des fascistes dans nos empires, Klaus Kinzler et Vincent T. Démission, l'islamophobie tue. Ces affiches ont été retirées tout de suite, mais ça a circulé évidemment sur les réseaux sociaux, repris par l'UNEF, avec un responsable de l'UNEF ce week-end sur les chaînes de télé qui assumait totalement cet affichage. Ce prof, Karl Kinzler, qui est agrégé d'allemand, qui enseigne la civilisation et la langue allemande, rappelle que les accusations à son encontre ont démarré en décembre dernier, après un cours dans lequel il se disait opposé à une comparaison entre islamophobie, racisme et antisémitisme. C'est quand même assez grave. Il y a eu Samuel Paty, on le rappelle. Je vous propose d'écouter Aurore Berger. Elle était ce matin sur Sud Radio dans la matinale. Écoutez. L'attitude de l'UNEF a été déplorable. Le pire, c'est peut-être la réaction nouvelle qu'ils ont eue, en considérant finalement, en mettant à nouveau en accusation les professeurs, en n'assumant pas leurs propres actes. Quand on a eu dans notre pays une alerte aussi puissante, aussi violente que la décapitation d'un enseignant pour le seul fait d'avoir enseigné, et que certains syndicats étudiants mettent des cibles dans le dos d'enseignants sur des accusations prétendues d'islamophobie, tout ça parce que quoi ? Parce qu'on avait un enseignant qui considérait justement que ce terme était impropre. Et c'est bien quand même le devoir et la responsabilité d'un enseignant, qu'il soit à Sciences Po, qu'il soit à l'université, qu'à un moment, qu'on ait le droit d'avoir un débat sur les mots qu'on emploie quand on est justement dans un lieu de savoir et de... Voilà, donc forme de terrorisme intellectuel. Je sais pas qui veut. Oui, Patrick. Entièrement d'accord. Le terme de cible est parfaitement choisi. C'est pas des affiches, c'est pas de la propagande. Ce sont des cibles qu'ils ont collées dans le dos des professeurs. D'ailleurs, moi, je considère que l'UNEF est une milice islamiste et qu'à ce titre, elle devrait être dissoute. Je rappelle que M. Darmanin et le gouvernement ont dissous Génération Identitaire, avec lequel on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui est une organisation qui n'a jamais désigné, qui n'a jamais eu d'acte violent, qui n'a jamais rien cassé, brûlé. L'UNEF en est très loin. Après, en plus, la décapitation de Samuel Paty qui montre que ce n'est pas du virtuel, mais que ça peut être très grave. Je pense que ce syndicat étudiant
au niveau national doit être dissous parce que là ils ont mais je suis très ferme là-dessus. Monsieur Darmanin, il est temps de réagir, on peut pas laisser faire ça et c'est pas quand quelque chose de grave se sera produit, peut-être pas aussi grave que pour monsieur Paty sur ses professeurs, eh bien il sera trop tard pour venir dire on savait pas. Voilà. Moi je suis vraiment scandalisé, que ces gens constituent ce que j'appelle le tribunal de l'opinion publique. Si des individus, professeurs ou autres, tiennent des propos qu'ils considèrent comme étant racistes, il existe des tribunaux et ce sont aux juges à trancher éventuellement sur le caractère raciste, tout ce qu'on veut, mais il n'appartient pas aux uns et aux autres de manière arbitraire, mais de manière arbitraire, c'est-à-dire qu'on vous juge, on vous condamne, on sanctionne. Ça n'est pas l'état de droit, quelle que soit leur motivation. J'ajoute que ce phénomène, on le voit d'ailleurs. On le voit aux États-Unis, puisque vous disiez que je suis vice-président de France-Amérique. On voit bien que maintenant, dans beaucoup d'universités, un certain nombre décident de qui peut s'exprimer ou qui ne peut pas s'exprimer. Et cela, c'est scandaleux parce que, en quelque sorte, ils sont les grands ayatollahs de l'expression autorisée ou l'expression non autorisée. Et je dis bien, sans entrer sur le contenu du propos, ils pouvaient saisir les tribunaux, faire interdire, etc. Mais pour moi, cette méthode est proprement scandaleuse et dangereuse pour l'université française. La mouvance qu'il représente est la première à dénoncer les heures sombres de l'histoire. Absolument. Vous voyez très bien à quoi je fais référence en termes d'affichage. Et ce que vous venez de dire, on l'a vu parfaitement dans l'université d'Evergreen aux États-Unis, dans l'État de Washington, qui est au nord-ouest, qui à ne pas confondre avec la capitale fédérale, l'université d'Evergreen qui a poussé à la démission un professeur de confession israélite d'ailleurs, qui avait exprimé des propos qui déplaisaient aux élèves. Ouais. Christine Bouillot. Oui, alors ce matin on apprenait par exemple le professeur de langue allemande, Monsieur Klaus, avait reçu la consigne de ne plus parler aux journalistes, ce qu'il se refuse à faire, et il explique sa situation aussi, mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'autour de ces débats-là, le débat serein d'opposition et intellectuel n'est plus possible. En tous les cas, on sent cette radicalité de tous les côtés qui sont quand même relativement terribles parce que on n'a pas les tenants et les aboutissants. Et venant de l'institution universitaire, en tous les cas de ce milieu-là, on est particulièrement troublé parce qu'on pourrait penser que justement ce débat à l'intérieur des universités, des grandes écoles, pourrait être justement apaisé et tirer le débat public vers le haut, en tous les cas éclairer ce débat public. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse et on a des situations extrêmement tendues qui peuvent déraper. Rappelez-vous quand même que sur Samuel Paty, ce matin, on apprend que la jeune fille à l'origine des premières accusations mensongères a bien dit pendant l'enquête et aux enquêteurs qu'elle avait absolument menti pour couvrir ses absences répétées auprès de son père. Donc on voit jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut descendre, et donc je suis assez inquiète en fait pour la sérénité du débat. Je précise deux choses encore une fois, et c'est important de le préciser. Elle n'a pas reconnu volontairement, elle a été contrainte de reconnaître qu'elle avait menti, cette jeune fille, parce que ses camarades de classe ont, eux, avoué qu'elle n'était pas en cours. Donc c'est quand même, là aussi, une démarche très particulière. Elle l'a pas... je pense qu'elle aurait continué à nier si ses camarades, la classe entière, n'avaient pas dénoncé. C'est la meute, en fait. C'est la meute, absolument. Jean-Luc, vous vouliez peut-être réagir, évidemment, sur ça. Excuse-moi, Patrick. Je suis d'accord que ce qui s'est passé à l'université de Toulouse... Et Grenoble. De Grenoble, pardon. De Grenoble. Je pensais à Christine. De Grenoble. Est absolument inacceptable. Délation publique, c'est inacceptable. Mais comparer génération identitaire et un syndicat étudiant historique, ça me paraît difficile. Ce syndicat étudiant existe et a été parfois géré par la gauche, parfois géré par la droite, notamment par la droite démocratique, dans les années 60, notamment, à la fin des années 50. Donc, l'histoire n'est pas un blanc-seing, pardon, Jean-Luc Benamias. Qu'est-ce que je viens de dire, Valérie? Je viens de dire que ce qui s'est passé à l'université de Grenoble, cette délation est intolérable.
Ouais. Je ne peux pas dire autre chose. Maintenant, un syndicat étudiant comme l'UNEF, qui est effectivement drôlement dirigé en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne peux pas les comparer à Génération Identitaire. Et excuse-moi, Patrick, ce qu'ils ont fait, aussi bien dans les Pyrénées que dans les Alpes, n'est pas vraiment... ça mérite vraiment une analyse précise, parce que c'est assez dangereux quand même, ce qu'ils ont fait. Je comprends ce que... Bah oui, répondez, vous interpellez. Je comprends ce que veut dire Jean-Luc Benamias. Je ne compare pas un syndicat étudiant à un mouvement associatif qui dénonce l'immigration clandestine et illégale. Bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes objets d'ailleurs. Simplement, ce sont deux associations. Et ces associations sont soumises à une même loi associative, la loi de 1901. Et on se sert de cette loi et des fondements pour... Monsieur Darmanin s'en est servi dans ses attendus pour faire prononcer une dissolution par décret parce que il y a eu tel ou tel acte. Moi, je regarde les faits. Que l'UNEF soit ancienne, qu'elle soit historique. Moi, j'étais étudiant dans les années 70. J'ai toujours connu l'UNEF très, très, très à gauche. Quand j'étais dans une fac parisienne, c'était Jussieu et l'UNEF qui débarquaient pour faire les exactions qu'ils faisaient. C'était pas l'inverse. Donc, excusez-moi. Aujourd'hui, ça n'est pas une justification, comme l'a dit Valérie Expert. L'histoire n'est pas une justification ni un blanc-seing. Ils ont commis un acte que je trouve gravissime. Et cet acte doit être sanctionné. Et à mon avis, la seule sanction possible, c'est une dissolution parce qu'ils ont désigné des gens en leur mettant des cibles dessus. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant. Vous allez répondre, Jean-Claude Beaujour. Et effectivement, beaucoup de nos auditeurs demandent la dissolution de l'UNEF. Mais au-delà de ça, c'est aussi cette dictature intellectuelle, terrorisme intellectuel, puisque ce prof aurait dit j'ai un peu peur de cette religion, je ne l'aime pas tellement. Si c'est diffamatoire, on va en justice. Mais on y revient dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous revenons sur ce qui s'est passé à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Alors on aura un auditeur, mais Jean-Claude, je veux vous donner la parole sur effectivement donc ce terrorisme intellectuel. Oui, en 30 secondes. Moi j'ai vu que le débat était autour de l'AMNEF, Génération Identitaire. L'UNEF et Génération Identitaire. Ça n'est pas mon débat. Oui. Mon débat aujourd'hui, c'est l'état de droit. Et si nous ne revenons pas à ces fondamentaux, nous allons vers une société qui va exploser parce qu'il n'appartient à aucune organisation de décider dans ce pays qui peut ou ne pas parler. Il y a des tribunaux et quel que soit ce qu'a pu faire l'UNEF dans le passé, moi ce qui m'importe c'est aujourd'hui, et ce qui est en train de se produire est inacceptable parce qu'on voit bien que aujourd'hui c'est à l'université et demain ça sera ailleurs, et vous aurez des groupes privés, parce que peu importe le statut juridique, ce sont des groupes privés qui décident que c'est bien ou que ça n'est pas bien, avec des conséquences d'ailleurs, je vous rappelle, qui sont incroyables, parce que la personne incriminée, on a parlé un risque vital, mais ça peut être le risque d'être licencié sur le champ, où on ne respecte plus rien. Moi, je crois en une société où lorsqu'il y a une faute de commise, il y a des règles, une démocratie, on fait la preuve des faits qui sont allégués, on doit rapporter la preuve, et éventuellement avec des sanctions qui sont prévues par des règles de droit. Voilà ce en quoi je crois, et je refuse le tribunal de l'opinion publique. On n'est pas à 2 ou 3 siècles passés. C'était ça à l'époque, c'était la justice populaire, la justice dans la rue, on était accusé, sanctionné, pendu, sans même pouvoir s'expliquer. Voilà ce que c'est. Jean-Claude. Jean-Claude, allez-y, Jean-Luc. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, totalement. Mais dissoudre un syndicat me paraît quelque chose d'absolument impossible dans ce pays. Mais on attaque aux justices les gens qui ont fait ça à l'université de Grenoble. C'est la loi. Eh ben, ça, minima, je suis d'accord. Moi, est-ce qu'il faut dissoudre, pas dissoudre? Je suis d'accord. Je suis toujours très prudent sur les dissolutions parce qu'il y a des effets. On dissout et puis ça se reproduit à côté. Donc, je veux bien. Mais en tout état de cause, les personnes qui se comportent comme cela doivent désormais savoir qu'elles seront sanctionnées sévèrement parce que nous allons dans le mur. Oui, absolument. Le parquet de Grenoble a ouvert une information, a ouvert une enquête. Donc, absolument. Oui. Après, on va voir. Il y aura des suites. Oui, mais quelles seront les suites Je veux dire, c'est gravissime. Attendons de voir. Oui, c'est assez grave, et c'est grave de voir aussi que le président de l'UNEF, enfin Grenoble, de l'IEP, assume totalement tous ces. Mais c'est le siècle. On nous renvoie à 3 siècles. On nous renvoie à la justice populaire, et dans la rue, on décidait, on tranchait la gorge et tout était terminé. Est-ce que c'est ce que l'on souhaite aujourd'hui?
aujourd'hui au nom d'une sorte de lutte contre je ne sais quoi. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, moi je vais même aller un poil plus loin. C'est par cette réaction, c'est-à-dire par nos indignations, par la demande de dissolution avec laquelle je comprends que Jean-Luc Benamias ne soit pas d'accord, c'est par la réaction du parquet qui mène une enquête que l'on protégera les professeurs. Parce que s'il n'y a pas de réaction, alors l'autre côté, l'autre partie se sentira encore plus intouchable et ça ira vers les exactions que nous craignons tous. Donc il faut absolument réagir. Il y a eu un livre récent avec lequel, il y a quelques années, de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Là, pour le coup, j'étais pas d'accord avec son bouquin, mais là, pour le coup, je m'indigne de ce genre d'attitude. On a Claude en ligne avec nous. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour Super Radio, bonjour. Voilà, moi j'appelais pour faire le lien, pour faire un lien en fait avec deux infos qui sont du même domaine, c'est-à-dire la collégienne de 13 ans pour l'affaire Samuel Paty. Et puis cette histoire de Sciences Po Grenoble. Alors sur Sciences Po Grenoble, je voudrais dire que même avant l'émission, moi j'ai déjà tweeté qu'il fallait traiter l'UNEF comme on avait traité Génération Identitaire, non pas parce que les associations doivent être comparées, mais simplement parce que les actes sont comparables. On a reproché à Génération Identitaire des appels au meurtre. Moi je crois qu'afficher le nom d'un professeur avec son islamophobie, après l'affaire Paty, c'est un appel au meurtre implicite. Donc je crois que pour la même raison, même motif, même punition. Et alors, ce que je voulais dire pour l'affaire Samuel Paty et la collégienne, c'est qu'à 13 ans, ce sont les parents qui sont responsables pénalement de ce que fait la jeune fille. Et je trouve que la police et la justice s'honoreraient de faire une enquête maintenant détaillée sur les tweets qui ont tourné à l'époque et qui ont conduit finalement à la décapitation de Samuel Paty, parce que je pense que tous ces gens-là sont de fait un pacte. On a parlé il n'y a pas très longtemps d'un pacte, je ne veux pas faire de dessin. Là, il y a un pacte implicite qui ont conduit à une décapitation et je trouve que tous ces gens-là doivent être traités comme partie prenante au pacte. Juste une précision, pardonnez-moi, la responsabilité pénale est une responsabilité individuelle. Les parents peuvent être responsables civilement pour les actes accomplis par leurs enfants, mais pas pénalement. Après, ça peut être une question de complicité. Il y a des tas d'éléments qui peuvent... Mais ce que veut dire ce monsieur, je pense, c'est que le père aurait à minima dû se poser la question de savoir comment elle avait pu entendre ça, puisqu'elle était absente. Donc, est-ce qu'il était au courant des absences ou pas? Bien sûr, mais il y a d'autres qualifications. Mais vous savez que de la même façon que nous parlions tout à l'heure de l'état de droit, il nous appartient malgré tout de bien recentrer pour éviter que nos auditeurs n'imaginent qu'on puisse engager la responsabilité pénale des parents de manière aussi aisée. Merci Claude, en tout cas de nous avoir appelé. Nathalie me dit pour la collégienne, Samuel Paty avait déjà dit qu'elle était absente le 5 octobre. On le savait depuis effectivement le début. Et donc, Samuel Paty avait dit qu'elle n'était pas là. Donc il y a une instrumentalisation de la part du père, parce qu'il n'est pas censé ignorer que sa fille n'était pas en cours. Il est poursuivi le père, il est entendu. Oui, bien sûr. Bien sûr, on imagine. Mais voyez ce que le drame dans cette histoire, que ce soit l'affaire Samuel Paty, que ce soit l'université, ce qui s'est passé à l'université, voyez demain, la prochaine étape, c'est que n'importe qui vous reprochera d'avoir prononcé, d'avoir écrit, et vous lâchera à la vindicte populaire. Je voudrais quand même rappeler aussi juste une chose, une légère différence quand même dans le débat. C'est que Samuel Paty, donc il est dans, on parle du collège. Là, avec l'UP de Grenoble, on parle d'étudiants. Donc on n'est pas sur le même, on va dire la même approche. C'est difficile de parler de la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de culte à des collégiens aujourd'hui. C'est un vrai défi. On peut penser que sur des étudiants d'université, en institut d'études politiques, qui sont l'alpha et l'oméga aujourd'hui des filières d'excellence en France, enfin en tous les cas vers lesquels beaucoup d'étudiants et de familles effectivement font beaucoup d'espoir pour leurs enfants. C'est la difficulté aujourd'hui, c'est que même à ce niveau-là aujourd'hui, on en est à un degré de radicalité et de radicalisation des propos qui sont quand même assez terrifiants. Que les élèves, que les étudiants débattent à l'intérieur des amphis avec leurs enseignants de différents points de vue, moi ça me paraît logique et encore heureux, puisque surtout à l'université. Souhaitable.
on s'aperçoit que parce que un professeur, et quand on lit le papier, l'excellent papier de Marianne qui révèle cette affaire, quand on lit ce qui s'est passé au départ, on est quand même assez, on peut être assez inquiet que de débattre simplement du mot, enfin de ces notions-là, devient un vrai enjeu sociétal où on fait effectivement beaucoup d'amalgames. Donc c'est très compliqué. Quant à dissoudre l'UNEF, là on est peut-être sur un dérapage qui est à sanctionner. Je pense que l'UNEF aujourd'hui a véritablement une grande, on va dire un tournant en fait de son histoire de syndicat étudiant. Ça c'est clair. Oui. Je confirme, Christine. Je pense que c'est donc vous confirmez, Jean-Luc, qu'il y a quand même un problème. Je confirme que l'histoire du syndicat étudiant, que je connais assez bien, même si je n'en ai jamais été membre, est une histoire longue, je l'ai rappelé tout à l'heure. Je confirme que là, j'ai du mal à comprendre moi aussi cet ensemble de dérives. Maintenant, pour débattre à l'université, encore faudrait-il, je terminerai là-dessus, qu'on puisse débattre à l'université en ce moment. Et débattre à l'université en ce moment, c'est assez difficile. Oui, mais Jean-Claude Beaujour. Oui, justement, je partage complètement ce que vient de dire Christine sur la distinction qu'il convient malgré tout de faire entre collège et université. Moi, ce qui me choque, en tout cas, ma crainte, c'est que finalement, tout ça est très poreux. C'est-à-dire que c'est le collège, c'est une ambiance, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui veut que désormais, on ne discute plus. On a eu l'occasion de se demander de manière effarée qu'est-ce qui s'est passé dans la société américaine. Explosion, polarisation. Mais nous y venons, nous y sommes à cette polarisation. On ne veut plus discuter avec l'autre, on ne parle qu'avec les gens avec lesquels on est d'accord. Ouais. Donc à ce jeu-là, on ira très loin. Finalement, on ne se parlera qu'à soi-même, et tout ce qui ne sera pas identique à soi, on le rejettera. Nous sommes dans la polarisation de la société française, il y a urgence précisément à agir. Oui, un auditeur nous dit comment se nomme l'autre parti dont vous n'arrivez pas à dire le nom. Un peu de courage, il s'agit de l'islamisme politique qui en 30 ans a infiltré toutes les strates de l'État avec la complicité. Je le rassure, j'ai pas du tout de peur de nommer l'islamisme radical et politique. Ça c'est pas le propos. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des précédents. Il y a eu des précédents. La pièce de Charb interdite d'être jouée. Charlie Hebdo, tout simplement. Charlie Hebdo, Sylviane Agacinski. Dès que c'est pas dans la ligne, ces censures et ces interdictions sont nombreuses quand même depuis un certain temps. Pour rassurer. Et puis Monsieur le maire attrape quand même avec l'affaire du maire Ali Rabet, etc. Pour rassurer votre auditeur, il n'y a pas de peur de nommer les choses. Il y a simplement une volonté parfois de dire que notre société fourmille de situations au-delà de cette question de l'islamisation, de fourmille de situations pour lesquelles on ne peut plus discuter, c'est tout. Oui, absolument. C'est le principe. Merci à tous les quatre.